Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Si c'est le cas, faites-moi exploser les pouces, gris, bleu, tout ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler finalement de l'inflation qui grimpe, qui fait peur au marché et on le voit, les marchés ces derniers temps sont quand même assez fébriles, assez fragiles. Donc, ce que je vais faire, tout d'abord, je vais revenir sur les chiffres de l'inflation. Je vais vous parler de pourquoi finalement c'est risqué, que craignent les marchés. Dans un deuxième temps, je vais analyser les principaux indices et je vais vous donner un petit peu mon sentiment. Alors, on y va. Tout d'abord, ici, cet article de Bloomberg qui dit la chose suivante, qui dit que les traders sont en train de considérer que la Fed va augmenter ses taux d'intérêt beaucoup plus fortement que prévu. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce risque d'inflation. Donc, les obligations ont fortement baissé hier. TLT, par exemple, a baissé, etc. Et donc, on est dans une situation où on anticipe réellement que les taux à court terme vont flamber du fait de la Fed et que on va pas se contenter d'un quart de pourcent ou 0,25%, mais que ça risque d'être beaucoup plus important. L'autre point, c'est que vous voyez ici les obligations à 10 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis janvier 2020. Et vous savez, il y a un gap entre quand vous achetez par exemple une obligation, plus la maturité est proche. Par exemple, je vais emprunter pour 5 ans. D'accord? On est bien d'accord que si vous empruntez sur une période de 5 ans, l'idée elle est que, je vais prendre mon tableau blanc, ça va être mieux. Si par exemple j'emprunte sur 5 ans, d'accord? C'est moins risqué que 30 ans. On est d'accord. Pourquoi? Parce que on considère que plus c'est long, plus effectivement derrière il y a ce risque de ne pas rembourser. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que les taux à 10 ans ou à 5 ans augmentent fortement et que ceux à 30 ans ne varient pas forcément du même niveau. Et donc, on se retrouve dans une situation où ces deux taux commencent à converger. D'accord? Et donc, c'est un petit peu l'idée ici, la grande idée, c'est vous voyez ici les taux, donc le gap entre la maturité à 5 ans et 30 ans commence effectivement à diminuer fortement. Ça veut dire qu'on mise de plus en plus sur une hausse des taux à court terme. Donc le risque est de plus en plus important à court terme. Et donc à long terme, on considère qu'ensuite les choses vont rentrer dans la normale. Donc on va se focaliser sur la réunion de la Fed en mars, avec des marchés qui considèrent que voilà, il devrait y avoir plus que 0,25% de hausse. Et beaucoup ont entendu Jamie Dimon, d'accord, qui est le PDG de JP Morgan, et Bill Ackman, qui est le milliardaire, qui est un gérant de hedge fund, etc. Et ces deux personnages nous ont expliqué que justement l'inflation devenait de plus en plus risquée et qu'il fallait vraiment augmenter les taux d'intérêt de manière assez importante. Et donc vous voyez ici, ça, c'est l'écart entre le 30 ans et le 5 ans. Et vous voyez que cet écart commence à diminuer fortement. Ça veut dire que les taux d'intérêt à court terme augmentent assez rapidement. Donc, on a également le gouverneur d'une réserve fédérale, Christopher Waller, qui dit bon, on va pas augmenter de plus de 0,50 points de base, mais néanmoins, on peut augmenter de 4 à 5 fois si l'inflation demeure élevée. Donc il dit, on va pas augmenter trop fortement, mais on va quand même augmenter 4 à 5 fois. Autre point important, l'Allemagne avec effectivement les niveaux les plus élevés depuis mai 2019. Donc vous voyez ici, ça c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, on voit des taux et donc surtout le taux à 10 ans qui est en territoire positif pour la première fois depuis mai 2019. Donc rien à dire si ce n'est que... Alors, ça c'est intéressant. C'est que il y a... pourquoi les taux d'intérêt augmentent? Bien sûr qu'il y a l'inflation, ça c'est le numéro 1, mais il y a également la croissance. On considère que si la croissance augmente fortement, normalement, ça devrait pousser la BCE, la Banque centrale américaine ou la Banque centrale européenne à augmenter ses taux d'intérêt, en l'occurrence ici la BCE. Mais ici, ils disent, voilà, l'économie allemande a connu une croissance de 2,27% en 2021, mais cette croissance
est encore de 2% et was still 2% lower in 2021 than in 2019. Donc, inférieur de 2% par rapport à 2019. Ça veut dire que l'économie n'est pas encore revenue au niveau de l'avant-pandémie. Donc, on a encore un potentiel de croissance. Mais pourquoi cette inflation est aussi marquée? C'est pas du fait de la croissance, et ça, c'est important de le noter. C'est du fait des goulots d'étranglement au niveau de la chaîne de production mondiale, par exemple pour les semi-conducteurs, et ça explique également, et puis les prix de l'énergie. Donc les prix de l'énergie plus la chaîne de production mondiale qui est en période de blocage, et donc tout ça, ça explique effectivement le fait que l'inflation grimpe fortement. Autre chiffre important également, l'inflation en Grande-Bretagne avec les niveaux les plus élevés depuis 30 ans, hein, depuis alors 2019, mais on parle effectivement voilà d'une inflation qui est la plus élevée depuis 30 ans, et ça s'explique par les pressions sur les coûts. Donc inflation à 5,4% annuel, voilà, niveau les plus élevés, etc., etc. Et donc clairement, voilà, on s'attend à une hausse des taux d'intérêt également importante de la Banque centrale d'Angleterre. Donc on voit que la même situation, on retrouve la même situation partout dans le monde. Aux États-Unis, on retrouve ça en Allemagne, en Europe, en Australie. Alors la Chine, c'est le seul pays à avoir baissé les taux d'intérêt, mais on voit effectivement qu'il y a quand même cette pression inflationniste et cette hausse des taux. Alors, le gros risque aujourd'hui, c'est l'immobilier. Et l'immobilier, justement, les taux dans l'immobilier grimpent. D'accord? Grimpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si tu veux acheter une maison, ben, ça va te coûter beaucoup plus cher d'emprunter aux États-Unis. Pendant la pandémie, il faut savoir que la Banque centrale américaine rachetait ce que l'on appelle les mortgage-backed securities. Donc, c'est effectivement les obligations qui étaient, comment dirais-je, protégées ou qui avaient comme contrepartie des hypothèques, d'accord, sur les logements. Eh bien là, la Banque centrale ne rachète plus ça, donc ça explique pourquoi les taux flambent. Donc on se retrouve également dans une situation où les taux vont augmenter dans le domaine de l'immobilier, alors que ça cause de gros problèmes. C'est-à-dire que on est aujourd'hui avec des niveaux records au niveau de l'immobilier, donc l'immobilier n'a pas arrêté de monter. Et pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, donc l'immobilier a grimpé à des niveaux inégalés depuis effectivement pas mal de temps. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où on peut se poser la question de est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'on va pas arriver à une situation où ça va freiner? Donc ici, lenders are losing vast amounts of finance business. Donc les prêteurs sont en train de perdre énormément d'argent. On a également voilà les applications pour refinancer qui ont diminué de 50%. Donc les gens ne cherchent pas à refinancer leur logement. Pourquoi? Parce que les taux sont en train d'augmenter. On est également dans une situation où voilà, il y a plus de marge pour acheter pour acheter encore dans l'immobilier parce que premièrement, les prix sont à des niveaux records. Deuxièmement, les taux d'intérêt augmentent. Et donc, vous voyez que même au niveau de l'immobilier, il y a un risque de freinage et un risque de baisse. Donc ça, c'est vraiment important. Dernier point, et ça, je pense que j'ai pas trop insisté dessus, c'est par rapport à la Grande-Bretagne, où voilà, il y a cette remarque qui est intéressante, c'est que justement, il y a deux choses qui augmentent. Il y a tout d'abord les transports avec l'énergie, donc les gens pour se déplacer vont payer plus cher l'essence, mais il y a également le prix du logement. Donc on a logement plus énergie, plus les taux d'intérêt s'ils augmentent, le fait de pouvoir emprunter pour acheter un logement, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et donc, on se retrouve dans une situation où on peut se poser des questions sur le marché de l'immobilier. Est-ce que le marché de l'immobilier ne va pas voir la hausse des prix freiner? D'accord, on va se retrouver effectivement dans une situation où on a un frein à la hausse des prix de l'immobilier. Et est-ce qu'on peut pas se retrouver également dans une situation de baisse? On va étudier rapidement les graphiques. Donc on voit que comment dirais-je, le Nasdaq est en train de baisser. On va voir si on peut alors avoir un. Ok,
Est-ce que super. Donc ça, c'est sur l'immobilier. Donc ça, c'est effectivement voilà l'indice immobilier aux États-Unis. Et on voit qu'on a une baisse qui est quand même assez marquée. Il perd 7,83%. Mais on voit bien que tous les indices, que ce soit le Nasdaq, d'accord, on voit bien que on est en phase de correction aujourd'hui. On n'a pas encore cassé les gros niveaux. Donc mon analyse reste inchangée. C'est ce niveau, le 359, qui va véritablement déclencher quelque chose de plus brutal. On voit que l'indicateur commence à se retourner, on voit que ça commence à corriger. Donc, mais on n'est pas encore en phase de retournement, parce que le retournement pour moi, ce serait ce niveau des 50 qui signalerait vraiment un retournement brutal des marchés. Néanmoins, on sent qu'il y a un épuisement à la hausse. D'accord? Donc sur le Nasdaq, il y a clairement un épuisement à la hausse. Sur le S&P, on a un phénomène similaire et on voit effectivement qu'il y a ce gros niveau à 452. Sur le Dow Jones, on a une consolidation, d'accord? Et on voit bien qu'il y a une grosse zone de consolidation. Donc pour moi, ça va être ça, hein, ce gros niveau depuis mars 2021. Si on casse, donc on a encore de la marge, on est encore autour de zones de support, mais ça commence clairement à devenir de plus en plus fragile. Voilà, ça commence à devenir de plus en plus fragile, mais on n'est pas encore, et c'est trop tôt pour parler d'un retournement majeur des marchés. Vous voyez, on a encore de la marge. Donc, ça va être très important de suivre l'évolution des marchés, les banques centrales, l'inflation, les nouvelles, parce que tout ça, ça va avoir un impact clairement sur les cours boursiers. Enfin, je vais analyser quelques actions, comme Tesla par exemple. Donc, Tesla, on voit bien qu'il y a également un énorme support aux alentours des 899. Pour le moment, on joue autour, on est toujours au-dessus, mais c'est ce niveau des 892 qui commence qui sera pour moi clé pour véritablement parler d'un retournement. Pour Apple, on est toujours plutôt bien orienté à la hausse. On va regarder le Bitcoin. Bon, ça corrige, d'accord, c'est pas génial, mais comme je vous l'avais dit, encore une fois, le gros niveau pour nous, ça va être le niveau des 30 000. Maintenant, on a un niveau intermédiaire aux alentours des 40 000. On est en train de jouer avec. Vous voyez, c'est ça. Voilà. On l'a cassé légèrement, ça c'est un support. Ça a été donné à plusieurs reprises. Donc encore une fois, voilà, c'est des zones de support, hein, mais on a joué avec. Donc on voit bien qu'on est autour. C'est ce niveau qui devrait déterminer, voilà, une évolution du Bitcoin vers les 30 000 et en dessous des 30 000, ben, ça risque d'être beaucoup plus méchant. Et à la hausse, on a toujours la première résistance à 54 000. La deuxième, elle se situe à 58 000. Et comme je l'avais dit l'année dernière, hein, je vous avais dit, pour le moment, je ne pense pas qu'on va atteindre les 100 000. C'était en 2021. Donc, pour atteindre les 100 000, mon approche, elle est toujours la même. Il faudra réellement casser les 68 000. Sinon, on est toujours dans un truc qui fait du surplace. Donc, je retire. Voilà. On est toujours dans un truc qui fait du surplace. C'est-à-dire qu'effectivement, le marché peut consolider pendant plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. Pour le moment, ça fait rien. C'est un peu comme, rappelez-vous, le gold. Ça fait quand même pas mal de temps que l'or ne fait rien. Depuis ici, on était en octobre 2020. Vous voyez, depuis octobre 2020, l'or ne fait rien. Il est mort. Il est mort. Donc, ça fait donc 2020, on n'a rien fait. Donc, 2021, pardon. 2021, ça commençait par là. Et 2022, ça s'est arrêté là. Et vous voyez, en une année, l'or n'a rien fait. Donc, on peut se retrouver dans une situation où le marché fait du surplace. Encore une fois, ça, c'est pas méchant. C'est juste une perspective long terme. C'est-à-dire que si on est à long terme, on peut avoir des zones de consolidation. Par exemple, ici, ça avait démarré en août jusqu'en décembre. Hein, vous voyez, le marché, il avait consolidé. Donc, on peut avoir des consolidations de 6 mois, de 12 mois, d'un an et demi, de 2 ans. D'accord? C'est pas, pour moi, c'est pas méchant. Maintenant, c'est la perspective long terme. Le seul risque pour nous, et ça, encore une fois, personne ne peut le prédire avec certitude, mais le seul risque, c'est ça, c'est de se retrouver dans une zone de consolidation qui dure plusieurs années. Par exemple, ici, ça avait démarré en 2013 et la hausse, elle a été entamée en 2019. D'accord? Donc, on est quand même sur du 6 ans de consolidation. 6 années où le marché ne fait rien.
Donc vous voyez encore une fois que c'est important pour nous d'avoir quand même plusieurs stratégies, de diversifier, de ne pas rester sur un seul actif. Donc pour récapituler, risque d'inflation de plus en plus important, risque de hausse des taux d'intérêt de la Fed, donc ça fait peur les marchés. Les indices qui commencent à consolider, on n'a pas encore cassé des gros niveaux, mais ça commence à puer un petit peu. Le Bitcoin qui pour le moment ne fait rien d'exceptionnel, l'or qui fait du surplace et les obligations qui baissent fortement et qui ont clairement peur de l'avenir. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez liké, n'oubliez pas de liker, de partager. Prochaine vidéo, je compte vous faire une vidéo sur les banques, une vidéo sur Walmart, le Metaverse également, et une vidéo sur Sony Microsoft. À plus, ciao ciao ciao.